Bien, mes chers collègues, je vous propose qu'on ouvre cette réunion de la délégation en présentant mes excuses pour ces quelques minutes de retard et en vous saluant tous. Nous entendons aujourd'hui la présentation par nos collègues Lionel Royer-Perrault et Alexandre Vincendé du rapport qui conclut les travaux qu'ils ont menés dans le cadre de la mission d'information qui s'est transformée. C'est d'ailleurs initialement une mission flash qui est devenue une mission d'information sur les missions et l'attractivité des polices municipales. Alors, le pouvoir de police est l'une des attributions les plus anciennes des maires, puisqu'il date de 1790. Et la loi du 6 avril 1884 a réparti les pouvoirs de police entre les préfets et les maires en fonction de la population des communes, sans évolution particulière jusqu'en 1999. Et vous y reviendrez. Des évolutions législatives récentes, je pense notamment en 2017 et 2021, sont venues conforter la place des polices municipales. Et celles-ci sont notamment désormais équipées comme les forces étatiques. Depuis 1999, la filière police municipale connaît donc un développement notable qui devrait se poursuivre dans les prochaines années. La prévention, la tranquillité et la sécurité sont en effet au cœur des attentes des habitants en ville comme en milieu rural, ce qui oblige les élus locaux. Dans un contexte difficile de recrutement de policiers municipaux, dont les effectifs sont attendus en augmentation de 30% d'ici 2026, et de nécessité de mieux articuler les politiques de prévention de la délinquance sur l'ensemble du territoire pour ce qu'on appelle consolider le continuum de sécurité, la revalorisation du métier de policier municipal qui est en tension et la clarification du positionnement des polices municipales par rapport aux forces nationales de sécurité apparaissent comme des enjeux centraux pour les territoires. Pour ces raisons, la délégation a confié à nos collègues une mission d'information afin de dresser un état des lieux, des capacités d'action des polices municipales et des besoins de la filière et de formuler des propositions pour faciliter le travail des policiers municipaux au quotidien et d'améliorer l'attractivité de la filière. Je ne vais pas être plus long et je vais donc laisser la parole à mes collègues, à Lionel Royer-Perrault et à Alexandre Vincendé pour la présentation de leur rapport. Et je remercie par avance pour le travail qu'ils ont accompli ces derniers mois. Vous avez la parole, messieurs. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Donc, nous allons effectivement œuvrer à deux pour la présentation de ce rapport. L'essor des polices municipales entamé il y a maintenant une quarantaine d'années se poursuit et s'est poursuivi. Leurs effectifs ont continué à croître, leur développement géographique à se diversifier, leur équipement à se développer et leur mission à s'élargir. Cette participation accrue des collectivités locales à la production de la sécurité répond à une demande plus forte de protection de nos concitoyens et apparaît comme mieux adaptée aux enjeux des territoires. Les polices municipales s'affirment désormais comme la troisième force de sécurité intérieure incontournable, complémentaire à celle de l'État. On comptait 25 466 policiers municipaux fin 2021, alors qu'ils étaient moins de 20 000 10 ans plus tôt. Le maillage du territoire national, quoique inégal, met désormais en évidence la couverture quasi totale des grandes villes par un service de police municipale et un développement dans les communes plus petites que favorisent les possibilités nouvelles de mutualisation notamment des policiers municipaux. Au total, on dénombrait en 2021 4 452 communes disposant sous une forme ou une autre d'un service de police municipale couvrant 51,5 millions d'habitants, soit plus des trois quarts de la population nationale. Au-delà de ce bref tableau, en guise d'introduction, l'extension des polices municipales est aujourd'hui contrariée par deux difficultés bien identifiées. Malgré son ancrage territorial bien établi, la filière de la police municipale peine à être attractive. Et deuxièmement, les capacités d'action des polices municipales paraissent insuffisamment développées pour leur permettre d'être associées de façon optimale au fameux continuum de sécurité. Concernant le premier point, nous voulons rappeler que lors de la campagne électorale des élections municipales de 2020, la police municipale est arrivée en tête dans les thématiques prioritaires auprès des électeurs, juste devant l'environnement. Il n'est donc pas étonnant que nombre de maires se soient engagés devant leurs concitoyens à créer un service de police municipale lorsqu'il n'en existait pas ou à renforcer, parfois considérablement, ce service par de nouveaux effectifs. En conséquence, il y a aujourd'hui une forte demande de recrutement de policiers municipaux.
Le CNFPT, qui assure donc la formation des policiers municipaux, et les associations d'élus locaux, après avoir effectué un recensement des besoins, sont arrivés à la conclusion qu'il faudra former d'ici 2026, en tenant compte des 3500 départs à la retraite, 11 000 nouveaux policiers, ce qui représente près de la moitié des effectifs actuels. Cet appel d'air contribue à alimenter donc une forte tension de la filière police municipale, alors que les métiers de la sécurité sont déjà sous tension, en particulier avec la perspective des grands événements sportifs de 2023 et de 2024 qui se joueront dans notre pays. On assiste ainsi à un phénomène de compétition entre collectivités pour recruter le plus vite possible, y compris des agents déjà formés et en poste, pour pouvoir les placer rapidement en situation opérationnelle. Ce mercato joue en faveur des policiers municipaux, mais il révèle une pénurie de policiers municipaux et par là même l'insuffisante attractivité de la filière en décalage avec les besoins des collectivités. Des marges de progression significatives nous paraissent exister pour combler ce déficit d'attractivité, que ce soit en matière de fluidification du recrutement, de formation initiale et continue, de déroulé de carrière et plus, généralement d'évolution statutaire. Nous formulerons donc sur ces sujets pas moins de 28 propositions, dont 6 nous semblent structurantes et devraient selon nous être mises en œuvre rapidement. Merci, cher Lionel. Monsieur le Président, mes chers collègues, s'agissant du second point, les prérogatives des polices municipales, je veux rappeler que la police municipale est avant tout la police de la proximité et de la tranquillité publique. Cela a été souligné par tous les orateurs que nous avons rencontrés, qu'ils soient élus locaux ou policiers municipaux. La police municipale est et doit rester sous la responsabilité des maires. C'est aux maires d'en fixer les missions, qui peuvent couvrir un spectre large, allant de la préservation de la tranquillité publique à une politique plus interventionniste en soutien des forces de sécurité nationale. C'est ainsi aux maires qu'il revient de déterminer les priorités d'action en fonction du contexte local et la façon dont celles-ci sont appliquées sur le terrain. Bref, vous l'aurez compris, c'est un choix qui doit rester à la main des maires et c'est un choix politique. Cela étant dit, nous sommes partis de ce postulat que nous partageons pleinement pour nous interroger sur les capacités de la police municipale à faire face à l'aggravation de la petite délinquance et des incivilités du quotidien qui empoisonnent la vie de nos concitoyens. Je ne vais pas en faire la liste exhaustive, tous les maires les connaissent, usage de stupéfiants sur la voie publique, rodéo urbain, dégradation de biens publics, squat, etc. Et il y a là un enjeu majeur de tranquillité avec cette question, comment permettre aux policiers municipaux d'être plus efficaces concrètement sur le terrain. Nous avons cherché à faire des propositions pour faciliter concrètement les missions des policiers municipaux au quotidien, en axant nos travaux sur 5 points sur lesquels se focalise le plus souvent le débat lorsqu'il est question de l'action des polices municipales. Tout d'abord, la diversité des doctrines d'emploi en matière d'armes létales. Les attentats de 2015, et rappelons la mémoire de Clarisse à Jean-Philippe, comme les violences urbaines il y a quelques semaines, nous rappellent que les policiers municipaux peuvent être pris pour cible et risquent leur vie. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué police municipale qu'ils sont moins exposés que leurs collègues de la police nationale. La nécessité de renforcer également les coopérations entre les polices municipales et les forces étatiques de façon à assurer de façon effective le fameux continuum de sécurité sur la totalité du territoire, l'accès à la fois direct et nomade aux fichiers de police nécessaires à l'accomplissement des missions des policiers municipaux, bien sûr dans le respect des libertés publiques protégées, l'usage de la vidéoprotection, force est de reconnaître qu'elle est devenue un outil privilégié dans la lutte contre la délinquance sur la voie publique. Elle doit également être conciliée avec le principe que je viens d'évoquer de protection des libertés publiques. Nos propositions en tiennent bien évidemment compte, comme vous le verrez. Enfin, nous nous sommes penchés sur ce que j'appellerais la boîte à outils juridique dont disposent les policiers municipaux pour intervenir avec efficacité. Non seulement les policiers municipaux assurent l'exécution des arrêtés de police du maire, mais ils ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, APJA. De notre point de vue, les prérogatives qui s'y attachent nous paraissent désormais avoir atteint leurs limites. Nous considérons que, malgré les décisions constitutionnelles de 2011 sur la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure et de 2021 sur la loi pour une sécurité globale préservant les libertés, dont nous prenons acte bien évidemment, il est possible de déplacer le curseur un tout petit peu plus loin que ce qu'il existe actuellement, sans pour autant bien sûr changer de nature et judiciariser la police municipale. Tel est le sens de nos propositions à ce sujet. Nous formulons sur les prérogatives des policiers municipaux 16 propositions, dont 4 nous semblent particulièrement saillantes. Avant d'abord d'aborder
ces propositions. Je tiens, et je joins bien sûr mon collègue Lionel Royer-Perrault à ces remerciements. Je tiens à remercier nos collègues Romain Baudry et Michael Taverne, les universitaires, les experts, les administrations, la DGAFP, la DGCL, la DLPAJ, le CNFPT, son président, M. François Deluga, les maires et les représentants des associations des élus locaux, l'AMS, l'AMF, France Urbaine, le Forum français pour la sécurité urbaine, les représentants des organisations syndicales et professionnelles, et je peux vous le dire qu'au sein de la police municipale, ces organisations syndicales sont nombreuses, en tout cas, les travaux, les observations qu'ils nous ont fournies nous ont été bien sûr extrêmement utiles lors de cette mission. Lionel Royer-Perrault et moi-même, nous sommes également déplacés pour aller à la rencontre des élus et des policiers municipaux de la métropole de Lyon et de Marseille pour observer leurs conditions de travail et visiter les postes de police et les centres de supervision urbains, les CSU. Je vais commencer par la première partie avant de laisser mon collègue Lionel après vous faire part de la deuxième partie. Sur la première partie, il s'agirait de faciliter l'action des polices municipales. Le premier constat qui nous a été permis de faire est la connaissance imparfaite que nous avons du nombre de policiers municipaux et du nombre de communes disposant d'un service de police municipale en France. Les chiffres fournis par l'INSEE et utilisés par la DGCL et ceux du ministère de l'Intérieur qui provient d'une enquête annuelle réalisée par la DLPAJ auprès des collectivités sont différents et peu cohérents. L'écart est encore plus frappant pour les gardes champêtres, dont l'effectif national pour 2021 est tantôt annoncé à 700, tantôt annoncé à 900. Nous recommandons de fiabiliser les éléments statistiques concernant les polices municipales pour pouvoir appréhender plus précisément l'évolution de la filière dans le temps. L'essor des polices municipales a été favorisé par les nombreuses possibilités récentes de mettre en commun les policiers municipaux entre communes limitrophes, d'abord ponctuellement pour des manifestations ou des situations exceptionnelles, par exemple un événement sportif ou une catastrophe naturelle, puis de manière pérenne, sous la forme d'une police pluricommunale, soit sous la forme d'une police intercommunale, le PSI étant l'employeur des policiers municipaux qui sont mis à disposition des communes membres, les maires gardant bien sûr la main sur les missions qui leur sont confiées. Dernièrement, la loi sur la sécurité globale de 2021 a permis la mise en commun d'agents sous la forme d'un syndicat de communes. Nous avons pu constater que ces mutualisations d'effectifs et d'équipements fonctionnent finalement plutôt bien, permettant aux petites communes de bénéficier d'un service qu'elles n'auraient pas pu financer seules. J'en viens à l'armement des agents de police municipale. Pour mémoire, 59% d'entre eux, près de 15 000, disposent d'une arme individuelle de 4e catégorie. Actuellement, la réglementation prévoit que c'est le préfet qui accorde, sur demande motivée du maire, une autorisation individuelle de port d'armes, sans remettre en cause bien sûr le libre choix des maires de définir librement leur doctrine d'emploi. Nous nous sommes interrogés sur la pertinence de renverser la demande du maire en autorisant le port d'armes de l'agent, sauf demande contraire du maire. Cela part du constat que les policiers municipaux sont très souvent primo-intervenants, avant même l'arrivée des forces de l'ordre national, et leur vie et celle d'autrui peuvent se trouver en danger. En droit, la DLPAJ nous indiquait qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à modifier la réglementation sur ce point. Néanmoins, nous avons pu constater lors de nos auditions des avis partagés sur cette question. Il y a aussi des pratiques hétérogènes. Par exemple, le maire de Cergy arme sa police la nuit jusqu'à 2h du matin, mais il ne l'arme pas pour les brigades de jour. L'armement étant pour lui la condition sine qua non d'une brigade de nuit. Notre position est donc la suivante. Nous sommes bien sûr attachés à la liberté des maires d'armer ou non sa police. Simplement, nous souhaitons rappeler que chaque maire doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de ses agents et de ses concitoyens face à une délinquance qui a évolué et qui est aujourd'hui souvent armée. La complémentarité opérationnelle entre les polices municipales et les forces de l'État est essentielle pour garantir le continuum de sécurité. La Cour des comptes, notamment dans son rapport de 2020, avait déjà émis un point d'attention sur ce sujet. Actuellement, près de 93% des services de police municipale sont couverts par une convention de coordination en zone police, mais seulement 72% en zone gendarmerie. Nous préconisons une généralisation des conventions de coordination sur l'ensemble du territoire, indépendamment de la taille du service de police municipale. Ces conventions doivent être plus équilibrées en prenant mieux en compte les besoins des collectivités dans un diagnostic partagé. Elles doivent être plus souvent mises à jour entre chaque renouvellement triennal pour s'adapter également à l'évolution du contexte local. Enfin, nous recommandons d'évaluer ces conventions de coordination au niveau local, mais aussi que le ministère de l'Intérieur réalise un bilan national. En complément des conventions de coordination, la loi sur la sécurité globale de 2021 a créé les contrats de sécurité intégrés, les CSI.
Ces contrats visent à des engagements réciproques pris entre l'État et la collectivité concernée, essentiellement bien sûr des grandes villes urbaines, nombre de policiers municipaux et nombre de policiers nationaux, caméras, etc., en y incluant tous les dispositifs contractuels existants, contrats locaux de sécurité, quartiers de reconquête républicaine, conventions de coordination. À ce jour, 60 contrats ont déjà été signés et leur durée court bien sûr jusqu'en 2026. Il y a donc une attente forte et nous proposons au ministère de l'Intérieur de réaliser une première évaluation d'étape concernant ces contrats signés de 2021 et de 2022. Le travail sur le terrain des policiers municipaux fait appel ensuite à deux types d'outils sur le plan des libertés publiques, l'accès aux données, les fichiers de police, et l'accès aux images, la vidéoprotection. Les agents de police municipale ne réalisant pas d'acte d'enquête à la différence des OPJ, ils n'ont accès à l'heure actuelle qu'à certains fichiers. Celui qu'on appelle le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, le CNPC, le système national des permis de conduire, le SI Fourrière, le FNUCI et le DICEM, qui permettent d'identifier les cycles et les engins motorisés. Ces fichiers, hormis le FNUCI, qui est récent, ne sont pas consultables en mode nomade. Nous prescrivons donc de développer un accès en mobilité pour ces fichiers. Par ailleurs, nos auditions nous ont apporté la conviction qu'il faut que les policiers municipaux puissent accéder, bien sûr sous certaines précautions et certaines conditions, au FOVES, le fichier des véhicules et des objets volés, et au FPR, le fichier des personnes recherchées. L'accès à ces deux fichiers sensibles pourrait être conditionné à la constatation d'une infraction d'une gravité suffisante, soit un délit ou une contravention de 5e classe. La législation en matière de vidéoprotection est très encadrée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Du reste, nous émettons 3 propositions qui ne bouleversent pas l'ordre des choses, mais constituent des avancées non négligeables. En premier lieu, il conviendrait de fixer par la loi une durée minimale de conversation des enregistrements, pour une bonne et simple raison qu'il existe une durée maximale d'un mois, mais qu'il n'existe pas de durée minimale de conservation, et nous préconisons de mettre une durée minimale de 8 jours. Deuxièmement, nous souhaiterions simplifier la demande de renouvellement quinquennal de maintien des systèmes de vidéoprotection. Et troisièmement, nous souhaiterions faciliter la mutualisation des CSU en permettant la verbalisation par un agent mis à disposition qui n'exerce pas nécessairement dans la commune où l'infraction a été commise. Nous recommandons également un fléchage des crédits du Fonds interministériel de la prévention de la délinquance, le fameux FIPD. Nous souhaitons ce fléchage en priorité vers la modernisation des CSU anciens et l'aide aux CSU de petite taille pour les aider à atteindre une taille critique. Nous suggérons aussi que le crédit du FIPD majoré puisse servir à des projets structurants inscrits dans les CSI, par exemple l'installation de caméras, la sécurisation de l'accueil de l'hôtel de police, la création de zones de rétention, etc. Je parlais tout à l'heure de nouveaux outils juridiques dont pourraient également bénéficier les policiers municipaux. Un mot tout d'abord pour rappeler qu'en tant qu'APJA, ils secondent les OPJ. Ils rendent compte sous forme de rapport à leur chef hiérarchique et au procureur de la République, via l'OPJ, de tout crime, délit et contravention dont ils ont connaissance, et constatent par procès verbal différentes contraventions dès lors que celles-ci ne nécessitent pas d'acte d'enquête de leur part. De manière opérationnelle, une des difficultés du quotidien exprimée par les policiers municipaux auditionnés est la contrainte que constitue la nécessité de requérir la présence d'un OPJ et de retenir le contrevenant. Le temps que l'OPJ puisse se transporter sur les lieux, bien souvent l'OPJ ne peut se déplacer parce qu'il n'est pas disponible tout de suite, et le contrevenant, pour des raisons parfois de sécurité des agents, doit être relâché. De plus, les policiers municipaux ne peuvent relever l'identité que pour les infractions qu'ils constatent par procès verbal. Dans les autres cas, l'infraction relevée porte l'identité déclarée ou aucune identité. Je vous laisse imaginer ensuite la suite de la procédure. Pour répondre à ces situations regrettables, il nous a été permis de conduire plusieurs pistes, en tout cas plusieurs réflexions. Tout d'abord, confier l'exercice des pouvoirs d'officier de police judiciaire aux chefs de service et aux directeurs de police municipale. Cette piste nous est apparue opérationnelle. Elle permettrait de décharger les OPJ de la police nationale et de la gendarmerie. Pour mémoire, l'article 1er de la loi sur la sécurité globale prévoyait l'élargissement en matière délictuelle, à titre expérimental, des prérogatives judiciaires des agents de police municipale, ceux-ci étant placés en permanence sous l'autorité d'un directeur de police ou d'un chef de service de police municipale, dûment habilité par le procureur général près la cour d'appel. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition ne permettait pas d'assurer le contrôle direct et effectif du procureur de la République sur les directeurs et chefs de police de services de police municipale, dont la formation ne présente pas à l'heure actuelle des garanties équivalentes à celles exigées pour avoir la qualité d'OPJ. Nous proposons donc
que soit entamée une réflexion concernant la possibilité d'attribuer aux chefs de service et aux directeurs de police municipale la qualité d'OPJ, mais sans la possibilité, bien sûr, de recevoir des plaintes pour éviter de récupérer une compétence non souhaitée par les policiers municipaux. Et cette qualité d'OPJ doit pouvoir permettre d'être encadrée et doit permettre derrière à ces agents de recevoir une formation d'OPJ et que derrière le contrôle du procureur de la République soit direct, ou alors la création d'un référent, d'un substitut du procureur qui soit référent police municipale. Nous avons évalué la possibilité également de mieux utiliser la qualité d'OPJ des maires et de ses adjoints pour appuyer les policiers municipaux, mais à l'exception des très petites communes, cette solution n'est pas opérationnelle parce qu'en effet, les maires n'ont pas vocation à réaliser de la procédure pénale. Troisièmement, nous avons exploré une autre piste qui conduit à confier aux policiers municipaux des prérogatives judiciaires semblables à celles dont disposent les gardes champêtres. Pour rappel, les gardes champêtres sont APJA, mais également, ils sont également agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire, en vertu de certaines lois spéciales actuellement en cours. Ils sont compétents par exemple pour faire respecter les polices environnementales, ils sont également compétents pour rechercher et constater les contraventions ainsi que les délits qui portent atteinte aux propriétés, avec des prérogatives étendues, notamment les droits de visite et de perquisition. Nous considérons que rien aujourd'hui ne justifie que les policiers municipaux ne puissent pas exercer certaines prérogatives de police judiciaire exercées à ce jour par les gardes champêtres. Pour faciliter le travail des policiers municipaux, nous portons 2 propositions complémentaires. Nous proposons d'étendre, via de nouvelles expérimentations, la liste des infractions du quotidien verbalisables par les policiers municipaux par AFD, comme le prévoyait l'article 1er de la loi sur la sécurité globale, délit de vente à la sauvette, conduite sans permis, défaut d'assurance, occupation illicite d'hall d'immeuble, squat, vente de stupéfiants, ivresse sur la voie publique. Nous proposons également de mieux définir ce qu'est l'acte d'enquête. Nous savons que l'absence d'acte d'enquête conditionne la possibilité pour le policier municipal de constater les contraventions prévues par le code pénal. Une saisie sans fouille ou perquisition, une audition sous la forme d'une comparution libre, sont-elles directement des actes d'enquête? Dans le cadre actuel de la loi, oui. Telles sont nos principales préconisations destinées à faciliter le travail au quotidien des policiers sur le terrain. Et je laisse désormais la parole à mon collègue Lionel Royer-Perrault pour évoquer nos travaux concernant l'attractivité des polices municipales. Merci, mon cher Alexandre. Donc, Merci, cher Alexandre. Donc, concernant la consolidation de l'attractivité et le parcours professionnel de la filière de la police municipale, nous considérons que dans une filière en tension, l'enjeu actuel pour les collectivités employeurs est de réussir à recruter et à conserver durablement, si possible, sur leur territoire des agents motivés et bien formés, évoluant dans un environnement de travail satisfaisant, mais aussi mieux rémunérés, avec des perspectives de carrière renouvelées. Notre approche de l'attractivité de la filière de police municipale a été multifactorielle. Elle nous a amené à considérer 3 axes d'amélioration. Premièrement, les concours et passerelles, pour rendre plus fluides les étapes du recrutement au sein d'une filière qui gagnerait d'ailleurs à être beaucoup plus visible. Deuxièmement, la formation initiale d'application et la formation continue obligatoire qui doivent mieux prendre en compte les besoins opérationnels du terrain et les contraintes spécifiques du métier. Et troisièmement, la revalorisation des carrières et une mise en cohérence des cadres d'emploi et des grades. En ce qui concerne le recrutement des policiers municipaux, je commencerai mon propos en rappelant que les policiers municipaux sont recrutés par concours, qui est la voie générale, ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe ouverte aux fonctionnaires civils et militaires. Les concours sont ouverts par les centres départementaux de gestion, ça je pense que vous le savez toutes et tous, en fonction des besoins exprimés par les maires. Ils ne sont donc pas réguliers et chaque année, il y a un ou plusieurs concours de gardiens brigadiers, mais pas partout en France. Par exemple, en 2018, il y a eu 11 concours organisés, mais un seul en 2019 par le CIG Petite Couronne. Cette faible fréquence fait l'objet d'ailleurs de critiques de la part des élus locaux. En termes de candidats, nous avons pu constater par ailleurs, qu'avec les chiffres fournis donc par le ministère, que les candidats étaient plutôt nombreux. 4 540 présents à la première épreuve au concours de 2018 pour 655 postes à pourvoir et au final 543 lauréats, soit un taux de réussite de 12% seulement. Cette sélectivité apparente s'explique par l'épreuve sportive
très discriminante, dont le barème pourrait être revu, soit dit en passant. Il convient donc de maintenir une sélectivité suffisante, notamment par contre à l'écrit. Un phénomène constaté est que de nombreux lauréats n'ont pas d'affectation, c'est ce qu'on appelle les fameux reçus-collés, parce qu'ils ne souhaitent pas aller là où se trouvent les postes. La demande de recrutement est forte en Île-de-France et dans les grandes villes, notamment du Sud, alors que la demande d'affectation concerne plutôt les villes de taille intermédiaire, plus tranquilles, moins sujettes aux incivilités. De plus, les lauréats veulent souvent rester dans leur région d'origine. Pour améliorer l'adéquation de l'offre à la demande, nous préconisons d'encourager le conventionnement entre centres de gestion de façon à organiser au moins un concours de gardiens brigadiers dans chaque région chaque année. L'autre voie d'accès au cadre d'emploi de la police municipale est le détachement ou l'intégration directe. Depuis 2020, les policiers et les gendarmes nationaux peuvent intégrer la police municipale en bénéficiant d'une formation initiale réduite. De 6 à 3 mois pour les agents, de 9 à 4 mois pour les chefs de service et les directeurs. Cette passerelle représenterait aujourd'hui quand même plus de 10% des recrutements, notamment sur les postes de chef de service ou de directeur. Cela contribue à enrichir bien évidemment l'encadrement des polices municipales et les autres passerelles sont en revanche insuffisamment développées. Nous pensons que pour diversifier et fluidifier les parcours de mobilité vers les polices municipales ou entre polices municipales, nous préconisons d'une part d'encourager les passerelles venant des métiers de la sécurité privée, agents de médiation, agents de sécurité ou de sécurité publique, SVP, adjoints de sécurité, en donnant plus de visibilité au troisième concours et au concours interne. Deuxièmement, nous préconisons d'encourager les passerelles venant des autres filières de la fonction publique territoriale, notamment administrative, technique ou sportive, par une communication spécifique au sein de la fonction publique territoriale. Troisièmement, nous préconisons de permettre aux policiers municipaux de conserver en cas de mutation l'agrément de port d'armes autorisé par le préfet, afin de permettre à ces policiers d'être rapidement opérationnels. Quatrièmement, nous proposons de permettre de devenir gardien brigadier par la voie de l'apprentissage, à l'issue d'une formation en alternance réussie. Cinquièmement, à l'issue d'une participation active à une réserve opérationnelle de la police municipale, dont nous appelons d'ailleurs la création de nos vœux, sur le modèle donc de la réserve de la police nationale. Cette réserve pourrait recruter, du coup, des jeunes locaux, mais aussi des retraités de la police municipale volontaire. Sixièmement, nous proposons d'ouvrir de manière encadrée la possibilité, actuellement réservée d'ailleurs aux seules communes touristiques, de recourir à des agents temporaires de police municipale, ce qui permettrait aux collectivités de disposer de renforts lors d'événements culturels, sportifs ou touristiques, typiquement dans le cas présent, par exemple avec les grands événements sportifs auxquels nous allons être confrontés. En ce qui concerne la formation des policiers municipaux, pour faire face aux nombreux recrutements de policiers municipaux, l'extension des capacités de formation des stagiaires, la durée, le contenu et la qualité de ces formations constituent des enjeux majeurs pour les employés territoriaux et pour le CNFPT. Concernant la formation initiale d'application, plusieurs problématiques ont été rappelées par les élus locaux et les policiers municipaux que nous avons rencontrés. Premièrement, les délais d'attente pour commencer la formation initiale et les délais entre le début de la formation initiale et la prise de fonction sur le terrain du policier stagiaire. L'inclusion ou non de la formation au maniement aux armes dans la formation initiale. Car dans la situation actuelle, il faut parfois attendre plus d'un an, avant qu'un stagiaire puisse bénéficier de cette formation. Ce qui, bien évidemment, dans une commune où le maire souhaite avoir ses policiers municipaux armés, se révèle être évidemment un handicap majeur. L'adéquation du contenu de la formation initiale aux besoins opérationnels, l'engagement du policier nouvellement formé et titularisé à rester suffisamment de temps dans la collectivité qui a payé la formation. En premier lieu, nous voulons saluer l'effort réalisé par le CNFPT spécialement depuis l'année dernière. Les capacités d'accueil ont été augmentées d'environ un tiers en 2022 par rapport à 2021.
près de 2700 policiers municipaux stagiaires peuvent être désormais accueillis en formation initiale chaque année, ce qui rend la trajectoire des 11 000 policiers formés sur la période 2021-2026, qui est donc les 11 000 dont nous avons besoin pour répondre aux besoins exprimés par les collectivités. Et donc nous considérons que cette trajectoire paraît atteignable. Enfin, nos deux dernières... Pour ce faire, le CNFPT a décidé la création de 4 centres de formation réservés aux policiers municipaux, un à Montpellier où les travaux se finissent, à Aix-en-Provence, qui semble être un choix concomitant au fait que la ville de Marseille n'ait pas été en capacité de proposer une solution marseillaise, à Angers et à Meaux, pour une ouverture à la rentrée 2023 et en 2024. Ces centres permettront une meilleure organisation des formations, dojo, salle de sport, stand de tir, conduite de brigade, cynophile, etc., etc. Cela nous a amené à nous interroger sur la pertinence d'une école nationale de la police municipale, qui est un sujet qui revient assez fréquemment. La question n'est pas nouvelle, elle faisait partie des recommandations du rapport Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau en 2018. Nos travaux nous amènent à considérer qu'une école nationale ne correspond pas nécessairement aux besoins de la filière police municipale. Nous proposons plutôt de renforcer le maillage territorial des sites de formation en créant 1 ou 2 centres supplémentaires, par exemple dans le centre et le nord-est de l'Hexagone. J'en viens à la formation initiale d'application. Nos nombreuses auditions nous ont conduit à considérer que la FIA ne doit pas être raccourcie. Je rappelle, 6 mois pour les agents, 9 mois pour les chefs de service et directeurs, et ne doit pas inclure la formation au maniement des armes. Les avis sont partagés sur cette question, le président du CNFPT y est favorable, de même que certains de nos collègues et élus locaux. L'Association des maires de France, elle, estime en revanche que cela irait à rebours de la liberté de maire, qui devrait financer une formation dont ils ne bénéficient pas si leur police n'est pas armée. Et c'est vrai que quand même ça serait assez surprenant que les maires soient obligés quelque part de financer une formation alors qu'ils ne souhaitent pas que leurs policiers municipaux soient armés. Donc notre préconisation est d'adapter l'organisation du CNFPT de telle façon que la formation au maniement des armes puisse intervenir dans un délai très bref après la formation initiale, par exemple dans un délai de 2 mois. S'agissant du contenu de la formation initiale, c'est-à-dire des référentiels, nos principales recommandations portent sur l'apprentissage des compétences relationnelles, de la gestion des conflits et de la médiation sociale, sur lequel l'accent mérite d'être donné, et sur le recours plus fréquent aux méthodes pédagogiques faisant appel aux mises en situation et aux simulations. Et là, ça nous a été dit notamment par nos collègues députés qui ont été policiers municipaux et qui ont pu nous alerter sur un certain nombre de choses. Et je salue Michael Taverne qui est ici présent et qui, ancien CRS et formateur au CNFPT, et qui a pu aussi nous donner des indications très pratico-pratiques sur ce qui se passait, notamment sur le monotage, ce genre de choses qui sont aussi font partie du quotidien du policier municipal. Nous recommandons de davantage harmoniser les formations entre sites et d'évaluer les formateurs qui sont, rappelons-le, des formateurs non permanents. Et là aussi, un sujet a été abordé à cet égard, puisque effectivement, chaque CNFPT a ses propres formateurs et on a pu noter une différence de qualité de formation en fonction des centres. Donc il y a peut-être là aussi quelque chose à uniformiser pour que la qualité de formation soit la même sur l'ensemble du territoire national. Un mot avant d'évoquer les carrières des policiers municipaux sur l'engagement des policiers municipaux de servir pendant 3 ans dans la collectivité qui a financé leur formation initiale. Cet engagement facultatif a été créé par la loi sécurité globale de 2021 et il est vraiment trop tôt pour en faire un bilan complet. Néanmoins, il apparaît qu'il a été très peu mis en œuvre. Nous ne considérons pas qu'il faille le supprimer pour autant, mais il apparaît clairement qu'il ne contribue pas à l'attractivité de la filière. En ce qui concerne la carrière des policiers municipaux, cela ne vous surprendra pas, la filière police municipale apparaît peu attractive. Alors que les policiers municipaux sont soumis à des obligations particulières de double agrément, de formation initiale et continue, de prise de risque, de pénibilité,
leur déroulement de carrière est limité et leurs grilles indiciaires sont moins favorables que celles des cadres d'emploi de même catégorie de la fonction publique territoriale. Concernant les agents de police municipale, donc les fameux catégories C, il n'y a que 2 grades, celui de gardien brigadier et de celui de brigadier chef principal, qui donne vocation donc à encadrer. L'accès au grade de brigadier chef principal est très rapide, puisqu'il ne nécessite que 4 années de service dans le grade précédent. On a donc parfois des unités composées exclusivement de brigadiers chefs principaux. Ensuite, l'échelon terminal est atteint au bout d'une vingtaine d'années, ce qui signifie qu'en fait, à 40 ans, un agent de police municipale a terminé sa carrière, s'il ne devient pas chef de service, ce qui n'est pas possible, vous en conviendrez, dans les petites collectivités notamment. En outre, la technicité et la nature des missions confiées aux agents de police municipale est maintenant comparable à celle des gradés et gardiens de la police nationale. Cela justifie pleinement notre proposition de reclasser progressivement en catégorie B le cadre d'emploi des agents de police municipale en visant l'horizon 2020 pour tenir compte du coût de reclassement pour les employeurs territoriaux dont nous sommes tout à fait conscients, ce qui laisserait la possibilité aux employeurs territoriaux de maîtriser leur trajectoire financière, ce qui est aussi une préoccupation de la délégation au demeurant. En proposant cela, nous proposons de nous aligner à ce qui a été une décision du gouvernement pour les surveillants pénitentiaires qui, à partir du 1er janvier 2024, seront également donc catégorie B. Concernant les gardes champêtres, que nous ne voudrions quand même pas oublier non plus, parce qu'ils représentent 700 à 900 en fonction de ce qui a pu nous être dit, donc des agents qui sont très présents dans les territoires ruraux en particulier. La question d'un regroupement du cadre d'emploi des gardes champêtres et de celui des policiers municipaux s'est posée à nous. Plusieurs rapports ont conclu d'ailleurs à une telle fusion, Cour des comptes, rapport Fauvergue-Toureau. À l'aune du faible nombre de gardes champêtres par rapport à celui des policiers municipaux, pour autant, nos échanges avec les élus locaux et avec la Fédération nationale des gardes champêtres nous ont enclins à conclure qu'à ce stade, un regroupement des cadres d'emploi ne serait pas opportun. Et d'ailleurs, c'est même la Fédération nationale des gardes champêtres qui nous a plutôt convaincu de la nécessité de rester sur donc une répartition garde champêtre police municipale. Les missions des gardes champêtres sont spécifiques, adaptées au milieu rural et aux enjeux de protection de la biodiversité. Leurs prérogatives, nous l'avons vu, méritent d'être préservées. Leur cadre d'emploi n'est pas attractif, moins encore que celui des agents de police municipale. Nous recommandons donc de rapprocher leur grille indiciaire de celle des agents de police municipale et de créer un cadre d'emploi de débouché de catégorie B, semblable à celui des chefs de service, ce qui n'existe pas à ce jour. Concernant les directeurs, les catégories A, leurs responsabilités assumées par les directeurs de police municipale sont insuffisamment prises en compte dans leur déroulé de carrière. Il faut savoir que leur grille indiciaire culmine en deçà des attachés territoriaux, ce qui, par nature, provoque une fuite des directeurs en milieu de carrière vers des filières administratives pour contourner cette limitation. Nous proposons donc de rapprocher les grilles indiciaires des directeurs avec celles des attachés territoriaux. Au-delà des questions purement indiciaires, nous souhaitons porter une réflexion sur la création d'un statut spécifique pour la filière police municipale. Il s'agit d'un métier spécifique à part dans la fonction publique territoriale, comme peuvent l'être les sapeurs-pompiers professionnels, qui bénéficient déjà d'un statut particulier. Et donc, les policiers municipaux font l'objet, je rappelle, d'un agrément, d'une assermentation, sont soumis au port de l'uniforme, d'une carte professionnelle obligatoire et sont potentiellement armés. Leurs véhicules et leurs équipements font l'objet d'une réglementation particulière, ils sont soumis à un code de déontologie qui leur est propre. Bref, un statut commun pour l'ensemble de la filière police municipale pourrait apporter, nous semble-t-il, à celle-ci une plus grande visibilité par rapport aux forces de sécurité étatiques, aussi une plus grande reconnaissance de ce qu'ils apportent dans le continuum de sécurité, et, nous semble-t-il, favoriserait la cohérence entre cadre d'emploi,
notamment s'agissant aussi des gardes champêtres. Il serait aussi une piste intéressante pour développer la réserve de police municipale dont je parlais tout à l'heure en l'inspirant du double statut des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Enfin, et ça sera le mot de la fin, nos deux dernières préconisations peuvent paraître symboliques, mais à nos yeux, elles ne le sont pas nécessairement. Tout d'abord, partant du constat que les appellations de grade de la police municipale entretiennent la confusion du grade et de l'emploi, directeur, chef de service, chef de police, nous proposons d'aligner les grades sur ceux des policiers nationaux ou des sapeurs-pompiers professionnels. Autrement dit, à titre d'exemple, les chefs de service de police municipale pourraient être nommés lieutenants de police municipale, les chefs de service deuxième classe, capitaines de police municipale, et les chefs de service de première classe, commandants de police municipale. Deuxièmement, nous proposons de réactiver la médaille d'honneur de la police municipale. Sans refaire l'historique de cette médaille, elle a été créée en 1903, mais est devenue la médaille d'honneur de la police française, réservée depuis 1996 aux seuls policiers nationaux. Il est normal que les actes de bravoure et les services accomplis par les policiers municipaux bénéficient, nous semble-t-il, d'une exception qui leur soit propre, d'autant plus que, nous l'avons dit dans notre propos introductif, souvent les policiers municipaux sont les primos intervenants, ils peuvent être confrontés à des situations de risque, et donc avoir une médaille qui sache mettre à l'honneur, distinguer leurs mérites, nous semble être une proposition symbolique, mais qui a de sens. Nous ne terminerons pas notre rapport sans remercier les administrateurs qui nous ont accompagnés, donc Madame Carouni, Messieurs Perraudot et Maurice, qui nous ont accompagnés durant ces 6 mois, même un peu plus, et donc c'est une belle mission et nous sommes ravis de l'avoir accompagné. Certains de nos collègues nous ont accompagnés. Je tiens à saluer M. Picmal qui aussi a été présent à un certain nombre d'auditions, ainsi que notre collègue Anne Brunira qui était également présente à certaines d'entre elles. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci mes chers collègues. Une année, ça en valait la peine. N'est-ce pas ? Parce que vous nous avez proposé un rapport dense, 44 propositions concrètes, précises, étayées. Je m'associe naturellement aux remerciements aux administrateurs qui vous ont accompagnés. Je vais proposer à nos collègues naturellement de vous poser des questions. Juste, j'en ai deux de mon côté sur lesquelles j'aimerais avoir votre éclairage s'il vous plaît. La première, c'est sur l'inversion de la réglementation sur le port d'armes. Est-ce que vous avez eu des cas où finalement le préfet refuse à un maire l'armement de sa police, qui justifie, si je comprends bien, l'inversion de la réglementation? Ma deuxième question porte sur les contrats de sécurité intégrés, que vous avez du coup regardé de près. 60 contrats de sécurité intégrés. Est-ce que vous avez identifié des difficultés ou des raisons pour lesquelles un certain nombre de territoires ne l'ont pas conclu? Je suis par exemple issu d'un territoire qui n'a pas conclu de contrat de sécurité intégré, donc je voudrais comprendre comment vous appréciez le fait que la couverture territoriale des contrats de sécurité intégrés ne soit pas complètement complète. Et puis enfin, une interrogation sur la revalorisation finalement du métier de policier municipal et le fait de les reclasser en catégorie B. Vous savez que les collectivités territoriales ont beaucoup de catégories C. Comment les employeurs publics locaux accueillent cette proposition et notamment les risques de demande d'autres, je dirais, cadres d'emploi de voir passer une catégorie C à une catégorie B, qui peut arriver quand on est un employeur public et qu'on a aussi à gérer ce type de situation. Je vous remercie. Très bien, alors je vais peut-être répondre sur la revalorisation et sur les contrats, sur les CS. Bon. Sur les CSI, en fait, lorsqu'ils ne sont pas signés, c'est souvent une décision politique quand même. Parce qu'en fait, certains de nos collègues maires ont la sensation que c'est un peu une sorte de donnant-donnant, qu'on demande à la police municipale de venir compléter ou se substituer à certaines missions de la police nationale et qu'en contrepartie, eh bien, la police nationale s'engage à soit maintenir, soit augmenter le nombre de policiers nationaux. Et donc, très clairement, il y a des
collègues maires qui ne veulent pas rentrer dans cette négociation à des fins purement politiques, ce qui est dommageable, soi-disant entre nous soit dit pour le territoire, parce que c'est quand même un accord gagnant-gagnant pour le territoire. L'État s'engage à maintenir, voire à augmenter le nombre de policiers nationaux, et en contrepartie, la collectivité s'engage elle aussi à, sur des missions bien particulières, à venir en appui de la police nationale, et s'engage aussi en partie à augmenter le nombre de policiers municipaux. En tous les cas, là où ça existe, on a plutôt la sensation, c'est quand même très récent, donc on n'a pas encore de reporting assez fiable pour apporter une appréciation, mais on a quand même plutôt la sensation que ça fonctionne plutôt pas mal. Sur la revalorisation des catégories B, oui, forcément, les élus, les collectivités ne sont pas... En tous les cas, l'Association des maires de France a clairement exprimé une réticence sur cette proposition-là. Pour autant, c'est une proposition qui relève de la revendication très forte de la part des agents de police municipale. Et encore plus depuis que leurs collègues de la pénitentiaire sont concernés par la décision du gouvernement. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette proposition qui n'est pas de proposer quelque chose qui soit avec une date couperée, mais plutôt de dire voilà, nous pensons qu'il faut aller tendre vers une catégorie B. La date de 2030 permet quelque part d'avoir le temps nécessaire pour que chaque collectivité puisse maîtriser sa trajectoire financière. Ça a un coût, c'est certain, mais d'un autre côté, c'est un gage d'attractivité supplémentaire aussi. Voilà. Et quand on a 11 000 policiers municipaux à recruter, il faut aussi être en capacité de pouvoir revaloriser et leur mission, mais également leur traitement. Oui, juste sur l'inversion du port d'armes, et après je compléterai aussi sur les deux autres questions, Monsieur le Président. Sur l'inversion du port d'armes, alors on n'a pas de cas concret où le préfet en fait a refusé d'armer la police municipale sur demande du maire. Simplement, vous avez des maires, et ça a été le cas sur la métropole de Lyon, qui n'ont pas aujourd'hui armé la police municipale et vous disent finalement, nous préférons ne pas prendre la responsabilité, nous, de l'armer, mais qu'elle nous soit imposée. C'est un choix politique qui aujourd'hui nous amène forcément à nous interroger sur cette possibilité, d'autant plus que ça ne viendrait pas impacter la libre administration des collectivités territoriales. Vous avez des maires qui, alors on l'a vu évoluer dans l'agglomération lyonnaise et ailleurs, vous aviez des maires qui, avant les attentats de 2015, étaient farouchement opposés à l'armement des polices municipales et qui, après les attentats de 2015, au vu du contexte sécuritaire qui avait évidemment évolué, à la demande de la population, et encore plus après les élections municipales de 2020, ont décidé de mettre en place de la vidéoprotection et la création d'un CSU, d'armer leur police municipale. Aujourd'hui, les mentalités, évidemment, sont en train d'évoluer, quel que soit le bord politique d'ailleurs. Et je pense qu'en tout cas, aujourd'hui, ça ne fait tomber personne de sa chaise quand on dit éventuellement, est-ce qu'on pourrait inverser les choses et du coup dire s'il y a une décision de ne pas armer la police municipale, c'est une demande du maire qui ferait donc la demande inverse à la préfecture et ça serait un véritable choix politique assumé. Moi, je pense que cette question doit rester ouverte et on verra après si après, c'est ce qu'on espère en tout cas, qu'on puisse aller faire un parcours législatif de ces propositions. Mais je pense que ça peut être un débat qui peut être assez intéressant, mais nous n'avons pas vu en tout cas de maires qui étaient fortement opposés. Sur les deux autres questions, très brièvement, sur les CSI, Lionel Royer-Perrault a parfaitement raison. Ça nous paraît plutôt être un bon outil. Le vrai sujet, et moi je peux témoigner en tant que maire de Rieux-la-Pape de 2014 à 2022, il y a un vrai sujet en fait de partenariat entre les collectivités locales et l'État. Pendant très longtemps, tant qu'il n'y a pas eu d'augmentation importante du nombre de policiers municipaux, le déploiement des quartiers de reconquête républicaine, des quartiers témoins, etc., de temps en temps, en effet, notamment dans les grandes agglomérations, on avait plutôt tendance, si je parle des communes périphériques et des communes de banlieue, des fois à déshabiller la banlieue pour réhabiller un petit peu les communes centres. En fait, très clairement, les maires, et j'en ai fait partie, avaient tendance à recruter énormément de policiers municipaux, au moins pour maintenir à flot la capacité de projection sur la voie publique. Aujourd'hui, les contrats de sécurité intégrés ont au moins cet avantage-là, c'est que c'est du donnant-donnant.
et c'est plutôt très intéressant. Moi, je pars du principe qu'en effet, l'État est prêt à dire, moi je mets des moyens supplémentaires, si vous, dans les communes, vous en mettez aussi. C'est aussi un choix politique. Après, à chacun d'assumer ses choix. J'estime que c'est plutôt une bonne chose que derrière, chacun fasse des efforts. Il est normal de demander des efforts à l'État, mais j'estime que quand on est maire, en tout cas, on est aussi, non pas le premier policier de sa commune, mais en tout cas le premier garant de la sécurité, de la tranquillité publique de ses concitoyens. Et on ne doit pas se décharger en permanence sur l'État. Et concernant les reclassements en catégorie B, Lionel Royer-Perrault l'a très bien dit aussi, il y a une question d'attractivité de la filière. Aujourd'hui, on le voit, il y a deux choses. C'est une filière qui, de par le déroulement des carrières, n'est pas si attractive que ça. C'est anormal qu'à 40 ans, un policier municipal arrive, sans passer les concours, au maximum de ce qu'il peut espérer dans son déroulement de carrière. Et donc derrière, on le voit, vous avez une désertion pour partie de cette filière-là, alors que c'est une filière attractive et c'est un vrai métier de police quand on est policier municipal. Je pense que c'est aussi une reconnaissance de la spécificité de leur mission. Je l'ai eu l'habitude de le dire en tant que maire, j'ai l'habitude de le dire aujourd'hui également en tant que parlementaire. Quand on est policier municipal, on n'est pas un agent territorial comme les autres, parce qu'on a de vrais risques. Pour le coup, on est souvent primo-intervenant, on est sur la voie publique, on est une cible parfois, et on l'a vu lors des dernières violences urbaines et des émeutes, les policiers municipaux, comme les policiers nationaux, ont été mis à rude épreuve. Quand on est arrivé, après 2 jours d'émeute, qu'on faisait l'état des stocks sur les munitions, les policiers municipaux avaient tout autant dû en faire usage que les policiers nationaux. Et parfois, sur certains secteurs, si on n'avait pas eu les polices municipales pour protéger certains bâtiments publics, alors que la police nationale était prise sur d'autres missions de sécurisation, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus de dégâts. Donc pour le coup, vraiment travailler sur cette attractivité, cette reconnaissance-là, c'est, je pense, nécessaire pour les policiers municipaux. Par ailleurs, c'est vrai que c'est un coût pour les collectivités, non négligeable, mais je pars aussi du principe, et je pense qu'on peut le partager, que c'est aussi de toute façon un choix politique à un moment. La sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Merci. La parole est à Violette Spielbout pour le groupe Renaissance. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de m'accueillir dans cette belle délégation aux collectivités territoriales et de décentralisation pour quelques mois. Premier rapport passionnant, intéressant. Merci aux deux co-rapporteurs. Intéressant, passionnant parce que d'abord, il a le mérite, ce rapport, je trouve, de valoriser les policiers municipaux. Ce sont des métiers, comme vous l'avez dit, qui ont besoin d'être valorisés dans l'ensemble de leur parcours, du recrutement jusqu'à la carrière et à la fin de carrière. Et à travers ce rapport, ces attentions, ces 44 préconisations, mais moi je suis heureuse que tous les élus locaux puissent le lire, le consulter et s'en inspirer pour faire confiance et redire leur confiance à leurs policiers municipaux. Alors vous proposez beaucoup d'améliorations dans le domaine de la formation, des compétences, de l'extension des pouvoirs, de la fluidification du recrutement. Mais je vais revenir moi aussi sur le sujet de l'armement, parce que vous l'avez rappelé dans votre introduction, ils sont souvent, ces policiers municipaux, pris pour cible. On l'a vu encore très dernièrement dans les violences urbaines. Ils sont souvent aussi les primos intervenants. On a de vraies menaces dans des grandes villes comme Lille, comme Bordeaux, comme Nantes, comme Rennes, terroristes, des menaces liées aux violences urbaines qui ont été extrêmement violentes ces 5 derniers jours, et puis des menaces aussi liées au trafic de drogue, au trafic d'armes qui se développe dans certaines villes, notamment transfrontalières. Beaucoup de villes, malgré celles qui ont décidé d'armer, continuent de refuser dogmatiquement l'armement. Nantes, Lille, Paris, Rennes, Bordeaux. Parfois, elles se réfugient aussi derrière le coût de l'armement d'un policier municipal, environ 2 000 €, l'achat de l'arme, la formation, et donc elles peuvent utiliser cet argument. Et donc, moi qui suis convaincue, après avoir encore discuté avec eux suite aux violences urbaines, que l'armement est un élément d'attractivité du métier, par rapport aux autres filières comme la police nationale, la gendarmerie ou d'autres métiers de la sécurité où ils peuvent avoir des armes. Du coup, je me questionne sur ce côté financier. Vous avez évoqué la méthode, le renversement possible de l'autorisation de porter une arme entre la responsabilité du préfet et du maire. Mais est-ce que sur le sujet du coût, il y aurait un moyen, peut-être, comme pour la vidéoprotection où il y a une participation de l'État, d'inciter les maires? Qu'est-ce qui pourrait inciter les maires en gardant leur liberté de choix, d'armer ou pas la police municipale, de les pousser à aller plus loin et à ne pas attendre un attentat pour armer leurs policiers municipaux? Merci.
Merci, Madame Blanc, pour le Rassemblement national. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Chers messieurs les rapporteurs, tout d'abord, effectivement, merci pour ce rapport qui décrit avec précision les missions, les objectifs de cette police municipale qui anime la ville de nos circonscriptions. C'est un rapport aussi qui donne des préconisations très précises, vous les avez décrites, et qui permettent à terme de faire évoluer ce métier vital au bon fonctionnement de nos agglomérations. Mais vous énoncez les enjeux de carrière avec 3 axes principaux: recrutement, attractivité financière et trajectoire de carrière, si j'ai bien tout suivi. Alors, une petite question sur le recrutement. La police municipale est un débouché qui semble logique pour une seconde partie de carrière des gendarmes ou des policiers de la police nationale. Hein. Je vous parle des remontées concrètes un petit peu de terrain. Et c'est aussi souvent un moyen de pallier le système de mutation vers les villes ou les régions d'origine pour ces fonctionnaires. Donc, dans cette optique, il existe une circulaire du 9 octobre 2020 et qui assouplit les conditions de formation initiale, puisqu'elles sont aujourd'hui entre 3 et 4 mois. Mais ne pourrions-nous pas réduire encore cette formation initiale pour des fonctionnaires policiers ou gendarmes en seconde partie de carrière, donc entre 10 et 15 ans de carrière, qui sont déjà formés, qui sont aguerris dans leur corps d'origine et qui ont un nombre conséquent d'années de service, tout cela pour participer à ce recrutement. Je vous remercie. Merci Madame Blanc. Je prends provisoirement la présidence, humblement bien évidemment, derrière notre collègue Thomas Cazenave, président de la délégation, qui souhaite répondre à la question de Madame Blanc. Monsieur Royer-Perrault, Monsieur Vincent Day, ou on prend l'ensemble des questions. Très bien. Monsieur Picmal, c'est à vous. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Remercier tout d'abord mes collègues pour ce rapport. Effectivement, j'ai pu participer à quelques auditions. Malheureusement, je n'ai pas pu aller à Lyon et Marseille, en tout cas pas dans ce cadre-là. Bon, évidemment, nous, on a des différences d'appréciation. Vous le savez, c'est pas un scoop, c'est dans notre programme, puisque nous sommes pour intégrer la police municipale à la police de proximité nationale après une formation de quelques mois. Et les communes continueraient d'avoir à leur charge les agents de surveillance de la voie publique notamment. Et la police de proximité serait ainsi organisée de la manière suivante, c'est-à-dire sous l'autorité fonctionnelle des maires et sous l'autorité hiérarchique du préfet pour la gestion de carrière, la paye et les mutations. Cela étant dit, je vais vous poser quand même des questions partant de ce que vous avez exposé. Je n'ai pas eu connaissance des 44 propositions encore, mais je sais par exemple qu'à Montpellier, il est question d'une police métropolitaine des transports. Or, se pose la question si il y a des velléités qui peuvent naître ailleurs d'avoir une police non plus municipale mais métropolitaine, de savoir si toutes les communes seront équitablement réparties ou auront chacune des moyens, on va dire, équitable de forces humaines et matérielles de police municipale. Je ne sais pas si c'est un axe que vous avez investigué, et si tel est le cas, quelles sont les mesures que vous proposez là-dessus. Aussi, ce qu'on a observé, là je parle particulièrement à Toulouse, avec la fin de la police de proximité, c'est la disparition petit à petit d'un certain nombre de commissariats de quartier pour des grands commissariats, parfois de centre-ville, et aujourd'hui d'ailleurs bien souvent sous-dimensionnés par rapport aux besoins des agents qui y travaillent. Et je voulais savoir quel lien vous faisiez entre le travail et la présence commune dans tous les secteurs d'une ville, entre la police municipale et la police nationale. Par exemple, à Toulouse, il y a des QPV où à partir de certaines heures, la police nationale ne passe plus. Et donc, il revient. Enfin, normalement, il ne devrait pas revenir, mais c'est ainsi à la police municipale de combler cette défaillance de présence de la police nationale. Donc, je voulais savoir si vous aviez des avis et des options là-dessus. Merci Monsieur Picmal. J'ai Monsieur Taverne, Rassemblement national.
Merci Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Alors comme le disaient l'ensemble de mes collègues, bravo pour votre travail, pour ce rapport, extrêmement enrichissant. Je pense que les policiers municipaux attendent véritablement cette reconnaissance et la valorisation de leur métier. Ce ne sont plus, comme on le disait autrefois, des sous-policiers, mais ce sont des femmes et des hommes qui assurent la sécurité des Français au péril de leur vie, au même titre que les gendarmes et les policiers nationaux. Maintenant, ce qu'ils attendent, c'est vraiment la mise en application de ces propositions. Et c'est vrai que l'accès aux fichiers, les catégories, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'ils en entendent parler. Mais on attend toujours, bien évidemment, la mise en application. Alors, moi, j'aurais deux questions. La première, sur la formation initiale, puisqu'effectivement, vous avez rappelé que pendant la formation initiale, bon, le CNFPT était d'accord, certains syndicats étaient d'accord également, mais par contre l'association des maires de France était plutôt réticent parce qu'en fait, tout simplement, ils font l'amalgame. Quand ils parlent d'armement, on parle systématiquement d'armes létales. Mais je rappelle que les policiers municipaux sont dotés de deux types d'armement, B et D. Donc l'armement type B, bon, c'est le choix bien évidemment des maires d'armer ou pas. Mais par contre, je n'ai jamais vu de police municipale non dotée de catégorie D. Et notamment à Bordeaux, puisque je fais partie de la commission d'enquête sur les groupuscules violents. Nous sommes allés à Bordeaux et j'ai eu l'occasion de discuter avec les policiers municipaux de Bordeaux. Et c'est vrai qu'ils sont dotés d'un bâton télescopique et pour certains ne sont pas formés. Donc là, bien évidemment, ils engagent leur responsabilité pénale. Donc au niveau de la FIA, donc la formation initiale d'application, est-ce que vous orientez véritablement vers, à la rigueur, une formation basée sur la catégorie D, c'est-à-dire tout ce qui est bâton de défense? Là-dessus, je pense qu'il pourrait y avoir une harmonisation et sur la formation initiale, vraiment la formation à ces armes intermédiaires, puisque l'ensemble, je pense, des polices municipales en sont dotés. Et ma deuxième question, c'est sur le recrutement, parce qu'effectivement, c'est quand même un sacré challenge, parce qu'en 2026, de recruter 11 000 postes. Donc vous avez en tout cas indiqué qu'il y aurait peut-être au niveau des épreuves sportives un assouplissement. Voilà, donc quel type d'assouplissement? Et parce qu'est-ce qu'on veut véritablement des policiers municipaux présents sur le terrain, ou est-ce qu'on veut peut-être moins de policiers municipaux présents sur le terrain, mais beaucoup plus efficaces? Voilà, donc voilà, ce détail concernant le recrutement et notamment les épreuves sportives. Merci. Merci beaucoup. Avant de laisser la parole à nos co-rapporteurs pour répondre à l'ensemble des questions et conclure, moi je voudrais également à mon tour saluer le travail que vous avez mené conjointement. Effectivement, passer d'une mission flash à une mission d'information, c'est dire le manque qu'il y avait, très certainement, à combler pour formuler un certain nombre de propositions pour quelque part faire en sorte que nos polices municipales soient vraiment considérées comme des maillons absolument essentiels sur l'ensemble de nos territoires. Alors moi je parle de ça en venant d'un territoire, je suis élu d'une circonscription, 203 communes, 140 000 habitants, la plus grande commune fait moins de 9 000 habitants, la plus petite 13. C'est vous dire si le nombre de policiers municipaux n'est pas très important, mais on va parler plutôt de police rurale, de garde champêtre, et c'est vrai que là aussi, dans les 44 préconisations qui sont les vôtres, vous avez aussi abordé cette question de la ruralité qui est absolument aujourd'hui essentielle. Et on le voit bien aujourd'hui, la police municipale, elle assure à la fois, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la tranquillité des espaces urbains et veille à la sécurisation de la voie publique, tout en constatant que l'image de la police municipale, depuis un certain nombre d'années, s'est aussi détériorée, peut-être un manque de clarté sur les missions qui sont les leurs, et donc cette mission d'information est la bienvenue pour cela. Saluer la proposition qui est la vôtre sur l'ordre ministériel que vous souhaiteriez remettre en place, parce que effectivement, nombre de nos policiers municipaux ou de policiers ruraux sont soumis parfois à des faits de violence, sont en première ligne, et reconnaître
reconnaître leur travail, reconnaître leur effort, reconnaître leur engagement, eh bien c'est un principe que nous devons effectivement étudier et remettre en place cet ordre ministériel. Je ne pense pas que ce soit très compliqué, mais je pense que vous trouverez beaucoup de soutien là-dessus. Une première question sur le périmètre. Venant d'un territoire, comme je vous le disais, avec des communes de 100, 200, 300 habitants, peut-on imaginer demain des polices rurales, polices municipales, à l'échelon intercommunal, pour mutualiser un certain nombre de moyens et faire en sorte qu'elles puissent mieux travailler sur un territoire et sur un périmètre donné. Deuxième élément, quelle différenciation peut-on faire sur le territoire? Bien évidemment, la police municipale à Marseille ou à Nice ne va pas agir de la même manière que dans un territoire plus rural, sur une commune moins importante, et les missions sont là aussi très différentes. Peut-on faire de la différenciation là aussi dans les rôles et les compétences des polices municipales? Et quelles sont, dans les propositions que vous faites, pour entrer un peu plus dans le détail, quelles sont les actions de formation que vous souhaiteriez mettre en place pour, là aussi, améliorer l'attractivité des métiers des policiers municipaux et quel travail de mutualisation pensez-vous qu'il serait possible de faire avec les forces de la police nationale et la gendarmerie nationale pour les territoires qui sont couverts par les zones de gendarmerie. Merci à vous et merci de répondre à l'ensemble des questions des collègues et ensuite de conclure nos travaux. Merci Monsieur le Président. J'essaie de balayer l'ensemble des questions, puis on se complétera avec Lionel. Comment inciter les maires à armer leur police municipale? Mais en fait, ils sont déjà incités. Je vais prendre l'exemple, quand on a basculé sur les armes pour aller sur les 9 mm, ça s'est passé sous la mandature précédente, sur la mandature municipale 2014-2020, où on était sur un calibre inférieur aux 9 mm. Il y a eu des aides à un moment pour mieux armer nos policiers municipaux. Et après, c'est simplement un choix politique, hein. Le meilleur contrôle qu'il y a sur un maire et sur ce qu'il souhaite faire de sa police municipale, c'est l'électeur. Après, encore une fois, hein, libre administration des collectivités territoriales, ce sont des politiques qui sont élus sur un projet politique. Et moi j'estime en tout cas qu'après, à chacun de prendre ses responsabilités. Si, en tout cas, vous envoyez des policiers sur le terrain, moi j'ai estimé en tant que maire pendant très longtemps, et je continue à estimer en tant qu'élu local et comme élu national, que quand vous avez la responsabilité de femmes et d'hommes qui vont sur le terrain au contact et qui sont souvent, y compris sur parfois des violences urbaines, des primo-intervenants, ou même parfois même sur un braquage ou sur une agression, si vous n'armez pas vos policiers, et s'il y arrive quelque chose, vous êtes responsable. D'ailleurs, le maire, il a des pouvoirs d'OPJ, c'est le patron de la police municipale. Donc vous êtes en charge de la sécurité de vos hommes, avant tout. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, à vous d'en assumer les conséquences. À mon sens, c'est une question de responsabilité individuelle. Mais je pense que les incitations existent déjà, et on a fait déjà beaucoup pour inciter les élus locaux à prendre, en tout cas à faire le bon choix. Concernant le recrutement, oui, on a beaucoup... Alors, pas tout à fait d'accord par expérience pour vous dire que c'est une deuxième partie de carrière d'être policier municipal. Vous avez des personnes qui viennent moins de la pénitentiaire, mais il y a des personnes qui sont dans les forces armées, qui sont dans la police nationale ou la gendarmerie nationale, qui en effet font la passerelle. Là en effet, parfois refaire une formation, même si elle a été allégée, refaire par exemple la formation à l'armement, alors qu'ils sont habilités à manipuler des armes qui sont des fois beaucoup plus poussés et beaucoup plus avancés dans leur maniement que ce qu'ils auront en termes de police municipale. C'est une réflexion, je pense, qu'il peut y avoir. Certains élus et certaines personnes qu'on a auditionnées y étaient plutôt favorables. Et ça, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à trouver le bon curseur, parce qu'encore une fois, par contre, un policier municipal, alors ce n'est pas pareil qu'être policier national ou gendarme ou même militaire, vous avez aussi la responsabilité en tant qu'élu local de ce que va faire votre policier. S'il est mal formé, et s'il y a un problème par contre sur la voie publique, pour le coup, c'est aussi vous en tant que maire qui êtes responsable. Donc il faut qu'on arrive à trouver le juste curseur. Par contre, je le dis aussi par expérience d'élu local, vous avez aussi beaucoup de personnes qui font le choix
toute leur vie d'être policier municipal, parce que ce n'est pas une sous-police. Moi, j'ai pu parfois voir des personnes qui sont dans les services de l'État. Non, mais je dis pas, je dis pas que c'est ce que vous avez voulu dire, mais dans l'esprit de certains, qui sont sous les ordres de la République et qui ne savent pas ce que c'est qu'un policier municipal, ce n'est pas un sous-policier ou un policier raté qui a voulu se reclasser. C'est un vrai métier de police qui a ses propres exigences. Et moi, je peux vous le dire pour en avoir vu beaucoup et continuer à être aux côtés de beaucoup de policiers municipaux. Je peux vous dire que leur sens de l'engagement est aussi fort que ceux qui ont fait le choix d'une carrière dans les forces étatiques. Et ils prennent tout en temps de risque et ils portent secours à nos concitoyens exactement de la même façon. Ils ont des missions qui sont parfois complémentaires, qui sont parfois différentes. Pour autant, ils prennent les mêmes risques. Donc c'est pour ça que pour le coup, c'est important par contre de le redire. Concernant la question de la fusion de la police municipale avec une police de proximité, avec une double casquette, avec une double hiérarchie, pour les carrières préfectorales et puis on va dire pour une coordination sur le terrain municipal, je pense que ça ne marchera pas. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on va, je pense, dans un premier temps, se télescoper quand même avec la libre administration des collectivités territoriales, qui est quand même un principe constitutionnel. Deuxièmement, vous allez aussi avoir une levée de bouclier des maires parce qu'ils vont perdre la main sur le déroulement des carrières de leur police. Et pour le coup, je pense encore une fois que les maires doivent avoir la responsabilité politique du projet qu'ils ont pour leur police municipale. Dans le cadre des agglomérations, et notamment des métropoles, c'était votre question, sur les polices des transports, on est sur quelque chose qui est encore différent. Puisqu'aujourd'hui, en effet, alors vous avez des intercommunalités, mais qui sont des intercos, donc un groupement de communes, qui peuvent faire une police municipale regroupée et mutualisée. Parce que, en fait, ce qu'on a dit, et c'est ce qu'on dit dans notre rapport, le PCI est celui qui embauche, mais ceux qui gardent le contrôle sur leur territoire, ce sont les maires. Dans le cadre d'une métropole, alors, ce qui est encore différent, si je prends l'expérience lyonnaise, où on est une collectivité à statut particulier pour la métropole de Lyon, mais on s'en rapproche sur certains montages de métropole, même si la nature juridique est différente, sur la police des transports, c'est bien différent. Par exemple, les régions peuvent monter une police ferroviaire, c'est le cas sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le cas dans d'autres régions, et les agents qui sécurisent, qui font la police ferroviaire, sont employés de la collectivité région. Pour une police des transports métropolitaine, ils seront uniquement sur les transports, sur des missions dédiées, sur le réseau de transport métropolitain. Donc je pense que c'est encore bien différent des missions de police municipale, puisqu'en fait, ils ne pourront pas intervenir en dehors des réseaux de transport de la collectivité ou de l'EPCI. Et après, la répartition des moyens, je pense simplement, c'est pareil, c'est un choix politique et c'est un objectif politique que chaque responsable de collectivité ou de PSI doit se fixer. Et enfin, j'ai bien entendu la question sur les QRR, où en fait la police municipale viendrait le soir pour relayer les polices nationales. Alors là, franchement, je suis d'accord avec vous, on marche sur la tête. Il faut qu'il y ait une meilleure coordination. Cette coordination, pareil, il y a un moment quand on est maire et que donc sur son territoire on a un quartier de reconquête républicaine, charge à l'élu local, s'il faut des fois, et j'ai eu à le faire aussi en tant que maire des fois, de demander à être reçu et par le PDDS et par le DDSP, et à un moment de remettre aussi les pendules à l'heure. Si vous avez un QRR, qu'en plus derrière vous avez signé un CSI, il est anormal qu'on vous explique que, grosso modo, le soir, les policiers nationaux ne sont pas là et les policiers municipaux les remplacent. Qu'il y ait des forces qui soient présentes de façon complémentaire, oui, ça se fait dans toutes les communes. J'étais maire pendant 8 ans d'une commune de banlieue, je suis encore élu là-bas, je peux vous garantir qu'on se répare, les forces de police municipales et nationales, et j'ai un QRR en plus, qui est sur l'ensemble de ce qu'on appelle la ville nouvelle à Rieux-la-Pape, et c'est plus des 2 tiers de la population qui se trouve dans la ville nouvelle. Il n'y a pas de chasse gardée police municipale et une chasse gardée police nationale. 2 jours comme de nuit, ils se répartissent, ils travaillent ensemble de façon totalement coordonnée, il y a des radios communes, et c'est pas la nuit c'est l'APM, et la journée c'est la PN, ça se passe pas du tout comme ça. Donc pour le coup, il y a peut-être une réorganisation à avoir, et au maire aussi, de prendre ses responsabilités là-dessus, et d'aller, s'il le faut, demander des comptes au PDDS et au DDSP. Sur les formations... Sur la formation initiale, alors pareil, c'est
ça a été très bien dit tout à l'heure par Lionel. Le vrai sujet, c'est qu'en effet, les maires nous disent, mais si on est mis à contribution pour payer des formations, alors même que nous, on ne souhaite pas sur nos polices que nos policiers soient armés, ça peut poser un problème. On peut en effet pousser sur certaines armes, je pense, de catégorie D, la réflexion. Le vrai sujet, c'est où est-ce qu'on met le curseur, encore une fois. Pareil, je prends un exemple que je connais. Quand je suis élu en 2014, je décide à partir de 2015 d'armer les policiers de PIE, donc de taser, qui demandent une formation spécifique. Est-ce que par exemple, sur cette arme-là, qui n'est pas une arme létale, pour le coup, est-ce qu'on généralise ou pas la formation? À mon sens, non, c'est aussi un choix politique de prendre ou pas. Sur le bâton télescopique ou ce qu'on appelle le tonfa, c'est pareil, alors ça dépend, je crois que la formation n'est pas tout à fait la même, donc je pense que là, il faut peut-être pousser un peu plus la réflexion, mais je pense quand même, encore une fois, il faut qu'on respecte la libre administration des maires à ce niveau-là. Et je vais très rapidement sur la mutualisation. La mutualisation, y compris dans le secteur rural, je pense que de toute façon c'est nécessaire parce qu'il y a une demande qui est évidemment de plus en plus importante de sécurité du quotidien et de tranquillité publique. Dans le même temps, bien évidemment, on a un vrai sujet qui est la capacité des collectivités à porter le coût d'un policier municipal. C'est pas négligeable, hein, c'est au minimum 30 000 € pour la collectivité. S'il n'y a pas de mutualisation, en effet, ça va devenir très compliqué. Nous, on est plutôt pour pousser la mutualisation. Dans le même temps, et pour finir rapidement, le vrai sujet, en fait, c'est nous, dans notre mission, c'est d'avoir une boîte à outils suffisamment large, quel que soit en fait le territoire, hein, qu'il soit rural ou urbain, et ensuite charge au maire, en fonction de sa volonté, de la demande de la population et des spécificités de son territoire, d'utiliser tout ou partie de l'ensemble de la boîte à outils mise à sa disposition. Oui, je pense que vous avez compris que l'un et l'autre avons été maires et donc il y a un fort tropisme à faire en sorte que nous respections les maires dans la conduite de leur politique publique locale. Et que donc, quelque part, dans toutes les propositions que nous faisons dans notre rapport, il n'y en a aucune qui ne soit impérative et qui ne vienne contrarier la libre administration des collectivités locales. Et je pense que c'était important parce que lorsque nous avons auditionné les différentes associations d'élus, toutes nous ont rappelé ce que nous savons les uns et les autres, à savoir que un maire, il a été élu sur un programme et il souhaite pouvoir librement administrer sa commune. Donc, effectivement, quand vous relirez les 44 propositions, bien, vous verrez qu'elles sont toutes pensées à l'aune de cette liberté d'administration des collectivités locales. Sur l'armement, je rejoins ce que disait tout à l'heure Alexandre Vincendé. Je pense que la meilleure réponse, c'est le fait que quand vous ne voulez pas armer, vous ayez d'énormes difficultés à recruter parce qu'aujourd'hui, le candidat pour être policier municipal demande à 95% des cas à être armé. Donc du coup, il ne répond pas aux candidatures de collectivités qui ne proposent pas l'armement. Alors nous avons des exemples effectivement de collectivités qui ont pris l'option politique de ne pas armer et qui l'assument devant leurs électeurs. Elles sont de plus en plus rares quand même. Mais c'est un choix et donc finalement l'armement est aujourd'hui devenu un critère pour les policiers, les aspirants policiers municipaux en quelque sorte, dans leur choix des communes à servir. En ce qui concerne l'assouplissement des critères tels que vous l'avez évoqué Madame Blanc concernant les gendarmes et les policiers, moi à titre personnel je n'y suis pas favorable parce que certes ils ont un passé, certes ils ont une formation, certes ils ont une expérience, c'est incontestable, mais les policiers municipaux ont aussi des prérogatives que n'ont pas nécessairement les policiers nationaux, que ce soit ou les gendarmes, que ce soit notamment sur tout le volet de la police administrative et qui nécessite quand même de maîtriser cela. Et donc il me semble que ils bénéficient déjà d'une réduction du temps de formation qui est non négligeable, soit dit en passant, et pour eux comme pour les collectivités, c'est un gain de temps. Parce que la réalité à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous avons des maires qui veulent aller vite. Ils veulent maintenant d'autant plus aller vite qu'ils sont à mi-mandat.
et que pour certains d'entre eux, ils ont pris des engagements et que donc ils souhaiteraient que d'ici 2026, ces engagements puissent être tenus. Et donc on sent bien qu'il y a un peu une course au temps qui est enclenchée. Et donc quand vous avez un candidat qui vient donc d'une autre administration et qui a un temps de formation réduit, ben, quelquefois ça peut être aussi un effet d'aubaine parce qu'il est plus rapidement aussi en situation sur le terrain. En ce qui concerne, vous avez été, que ce soit M. Pignal, le président de séance, sur les polices intercommunales ou pluricommunales. Alors c'est assez intéressant parce que en fait le dispositif, la boîte à outils existe déjà. Et il y a des intercommunalités qui ont une forme de culture politique ou de maturité politique qui leur permettent d'avoir une doctrine d'emploi partagée et donc du coup qui arrivent à créer une police intercommunale avec des policiers municipaux qui interviennent sur l'ensemble du territoire, mais qui sont sous la responsabilité du maire à chaque fois qu'ils sont dans la commune sur laquelle ils interviennent. Mais ça présuppose quand même une forme de maturité politique et de capacité à avoir une sorte d'approche intégrée de la politique de sécurité. Alors il y a des territoires qui arrivent et il y a des territoires qui n'y arrivent pas. On a même le cas d'un CIVOM, c'est le CIVOM du Béthinois, qui est allé encore plus loin, c'est-à-dire que là, c'est la compétence à la carte. C'est-à-dire qu'ils ont déjà les EHPAD, la restauration scolaire, les services techniques, et ils ont souhaité récupérer la compétence police municipale, mais simplement pour 8 communes. 8 communes du CIVOM étaient favorables à entrer dans une démarche de mutualisation de leur police municipale. Bon. Et lorsque nous avons fait nos auditions, les uns et les autres étaient plutôt satisfaits, entre nous soit dit, du fonctionnement, parce que ça a quand même plusieurs vertus. La mutualisation des coûts, donc de l'investissement de la collectivité paye à due concurrence de ce qu'elle pèse dans le CIVOM ou dans l'intercommunalité. C'est évidemment un partage des coûts dans tout ce qui concerne la formation, le matériel ou autre, et quelquefois, notamment dans les communes très rurales, comme vous le disiez, Président, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir 2-3 policiers municipaux. Un policier municipal qui fasse juste la sortie d'école de temps en temps ou sur un sujet quand il y a une fête champêtre ou autre, ça suffit très largement. Voilà. Et donc cette mutualisation peut être une bonne réponse en fonction des cas. Sur les territoires métropolitains, où il y a un fait politique déjà qui est plus affirmé, quand je dis politique, c'est pas presque politicien, quelquefois, déjà plus compliqué à avoir cette approche-là de mutualisation. Sur ce qui concerne la différenciation entre les territoires, Président, une sorte de police municipale à la carte, ça peut répondre, dans ce que je viens de vous dire, à une réponse en fonction de la volonté qu'ont les maires. Et surtout, je le répète, il faut qu'il y ait quand même à minima le partage d'une doctrine d'emploi. Parce que s'il n'y a pas ça au départ, ça ne peut pas fonctionner. Voilà. Mais ça peut être effectivement une approche à avoir. Et sur donc les formations initiales et notamment sur les armes de catégorie D, la question de Michael Taverne, je rejoins ce que disait notre collègue Alexandre Massandé, c'est-à-dire que très sincèrement, le maire doit être au cœur. Donc le maire qui souhaite le taser plutôt que une arme létale ou autre, eh bien c'est à lui quelque part en prendre la responsabilité du coût de la formation. Voilà. Et donc c'est un choix politique qu'il assume par ailleurs d'ailleurs devant ses électeurs. Voilà. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas souhaité intégrer la formation de l'armement dans la formation initiale, pour laisser cette souplesse et permettre du coup aux collectivités d'avoir des policiers municipaux. Donc les collectivités paient la formation initiale,
voilà, mais pas la formation au maniement des armes. Par contre, ce qui nous a paru important, c'était de réduire les délais. Voilà, parce qu'effectivement, aujourd'hui, lorsque vous avez, et donc ça présuppose plusieurs choses, c'est que les CNFPT s'organisent différemment pour être en capacité de répondre à la demande, mais il faut qu'ils soient dans un délai, c'est ce qu'on propose, de 2 mois entre la fin de la formation initiale et la formation au maniement des armes, de telle sorte que l'on puisse là aussi avoir les policiers le plus rapidement possible sur le terrain. Et quand ils ont terminé leur formation, on propose là aussi que le préfet donne l'agrément dans les 2 mois. Parce qu'on a des cas où il y a des préfectures qui mettent beaucoup de temps à délivrer l'agrément, ce qui fait que, comme cela a été dit en propos introductif, on se retrouve avec des communes où, entre le moment où le maire recrute, décide d'inscrire sa commune au concours, centre de gestion, concours, formation, agrément, il peut se passer quelquefois 1 an et demi. Voire même peut-être un peu plus. Donc, c'est juste pas possible pour les maires. Et donc, nous pensons qu'on peut jouer sur ces critères-là de délai, d'agrément et de formation entre formation initiale et formation du maniement des armes. Et puis franchement, il faut que le CNFPT aussi, même s'il s'est beaucoup amélioré, on l'a vu sur l'année 2022, notamment, il y a une montée en charge assez intéressante pour répondre aux besoins des collectivités, et c'est bien, mais il faut qu'il y ait quand même une organisation un peu différente des choses. D'abord, un cadre de formation qui soit quand même commun, avec une qualité de formation qui soit partagée, des modules de formation, menottage ou autres, qui semblent être là pour le coup dans la formation initiale, mais là aussi il y a des règles de déontologie qui sont importantes, on le voit, c'est quand même des métiers de terrain, donc il y a une déontologie à respecter, et donc là il y a sans doute des efforts à faire, et puis le maillage territorial qui est important. Je voulais aussi, pour terminer, vous dire qu'on est très dubitatif sur la capacité qu'aurait la ville de Paris à atteindre ses objectifs. La ville de Paris s'est fixé l'objectif de créer 4300 policiers municipaux d'ici 2026. Ils en sont à peine à 900 policiers municipaux formés à ce jour. Donc ça nous semble très difficile d'atteindre cet objectif, et nous avons souhaité le souligner dans notre rapport parce que ça sera la plus grande police municipale de France lorsqu'elle sera créée totalement, et qu'il y a des engagements forts qui ont pu être pris par la municipalité parisienne, et donc on sent bien que là il y aura quand même une grosse difficulté à atteindre l'objectif souhaité. Voilà ce que nous souhaitons pouvoir vous dire en réponse à vos questions. Pour compléter ce que disait mon collègue Lionel Royer-Perrault, notamment sur l'armement. En effet, le sujet en fait de réduire, c'est aussi une question de sécurité pour les agents qui sont dans des polices municipales qui sont armés. Puisqu'on a pu le voir, et des policiers municipaux nous l'ont dit, le vrai sujet c'est que quand vous avez un délai trop long entre la FIA et la formation à l'armement, donc le policier municipal peut aller sur le terrain, mais le vrai problème c'est que en fait, le policier municipal n'est pas en guillemets, opérationnel autant que les maires le souhaiteraient, parce que finalement quand vous mettez une patrouille de 2 ou 3 policiers, que vous avez ne serait-ce qu'un policier municipal qui n'est pas armé, ça peut poser un vrai problème. Et donc des fois le policier municipal est scotché au poste de police à faire parfois d'autres tâches administratives. Alors, bien sûr qu'il est utile que parfois des policiers fassent des tâches administratives, mais pas que. Donc c'est vrai que on a essayé de trouver en fait avec Lionel le juste équilibre entre volonté de rapprocher le plus possible la formation à l'armement quand elle est nécessaire et voulue par les maires et la sécurité des agents. Aussi la demande que certains pouvaient avoir d'intégrer directement la formation à l'armement dans la FIA. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre-là. Alors, rien ne sera parfait, mais à chaque fois, dans l'ensemble des mesures qu'on a prises, justement, on a essayé de trouver le bon angle d'attaque pour être le plus efficace possible. Dernière petite chose, vous aurez noté dans notre rapport que dans les préconisations, nous fléchons ce qui relève du réglementaire
et du législatif. Voilà, de telle sorte, là aussi, à donner une grille de lecture plus facile, et ce qui nous inspirera dans nos travaux législatifs futurs, nous l'espérons tous, en tous les cas. Bien, merci chers collègues, M. Royer-Perrault et M. Vincendé pour une fois de plus la qualité du travail que vous nous avez présenté cet après-midi. Il nous revient maintenant de le diffuser et de le diffuser largement sur les territoires pour continuer à en discuter et puis voir quelles seront les suites législatives qui pourront être données à ce très intéressant rapport. Je vais donc vous demander l'autorisation de publier ce rapport. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Je considère que vous autorisez les uns et les autres à ce que ce rapport soit publié. Je vous remercie. Merci encore à vous, messieurs. Bonne fin d'après-midi.